Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre webinaire. Merci à tous ceux qui sont connectés. Voilà, on a le plaisir de vous recevoir ce matin pour ce webinaire très intéressant autour des enjeux des RSSI en 2026. Est-ce que vous pourriez simplement nous confirmer dans le chat que vous voyez bien les slides et surtout que vous nous entendez bien, que vous n'avez pas de problème technique particulier? Bonjour. Bonjour Mouni, bonjour Benjamin, bonjour Jean-Bernard, super. Merci à tous, merci pour votre présence et bienvenue surtout. Son image, ok. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Je vais commencer par une courte introduction et puis ensuite je passerai la main à ma collègue Nathalie Salama qui va déjà se présenter et puis ensuite aborder vraiment tous les enjeux, on va dire, clés des RSSI, autant sur des grands groupes que sur des entreprises de taille plus intermédiaire. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'était de couvrir un maximum de choses et vraiment de vous donner un maximum de leviers d'action en fait, que vous pouvez mettre en place rapidement au sein de vos organisations. Donc très rapidement, donc Synapsis, nous, on produit un certain nombre de contenus en fait qu'on met à disposition. Alors, on a des événements très régulièrement, 1 à 2 fois par mois. Donc là, on est sur la fin d'année. Nos prochains événements, c'est autour de la virtualisation du poste de travail, donc notamment sur le PC Cloud, AVD ou Windows 365. Et puis, on a également une session début janvier durant laquelle en fait on va présenter les résultats de notre grande étude qu'on a menée avec notre partenaire, donc le CRIP, autour des tendances infrastructures 2026. Donc le CRIP, c'est le club des responsables infrastructure et production. On organise un certain nombre de choses avec eux, on participe à des événements avec eux. Ils font également des groupes de travail, donc c'est vraiment un club dédié aux CTO, aux responsables infra et prod. Et donc, on a mené cette grande étude, on a donc mené une enquête auprès de nos prospects, et puis on a restitué tout ça dans ce rapport d'enquête. Donc, je vais vous donner le lien dans le chat pour que vous puissiez la télécharger si elle vous intéresse. Très rapidement, donc Synapsis, nous sommes un cabinet de conseil et de mise en œuvre spécialisé dans les infrastructures informatiques. Donc, on accompagne les entreprises, des grandes entreprises, des entreprises plus petites, dans leurs projets de transformation. Donc, nos expertises dans l'infra, ça va être donc tout ce qui est Modern Workplace, gestion du parc de travail, des environnements utilisateurs M365, donc la partie Digital Workplace, la partie Cloud, la partie DevOps, cyber, aujourd'hui c'est ce qui nous réunit, l'IA aussi beaucoup, la data, et puis voilà, on a aussi énormément de consultants qui peuvent vous accompagner sur la partie consulting dans la gestion des processus et sur des projets de transformation plus globaux. 180 consultants, on est positionné à Lyon, Lille et Paris, ainsi qu'un bureau à Kuala Lumpur, et on a 12 ans d'existence. Donc n'hésitez pas effectivement à nous solliciter si vous souhaitez en savoir plus sur nos retours d'expérience et nos domaines d'expertise. Voilà pour cette courte introduction. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Nathalie Salama. D'ailleurs, je voulais m'excuser, je n'ai pas mis la caméra parce que j'ai un petit problème technique aujourd'hui, mais voilà, tout va bien. Nathalie Salama, donc du coup, je te laisse la parole pour te présenter rapidement et puis derrière, démarrer la présentation. Ok, merci Nathalie. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'interviens auprès de Synapsis et j'ai globalement une trentaine d'années d'expérience plutôt sur les environnements de production informatique et plus récemment une dizaine d'années sur des expériences en cybersécurité, puisque mon dernier poste, c'était un directeur sécurité d'un grand groupe bancaire. Donc, j'ai plutôt travaillé sur des grands groupes finance, dans le domaine de la finance. Mais je vais, dans cette présentation, puisqu'on a un panorama assez large d'entreprises, des petites, moyennes et grandes, je vais essayer de vous donner des clés pour 2026 et qui chacun pourra peut-être identifier une ou deux clés le concernant par rapport à son entreprise et à son organisation. Et je complète, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en live pour qu'on puisse y répondre au cours de la présentation ou à la fin, on verra, en fonction du nombre de questions. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à interagir et à participer également au webinaire. Très bien.
Alors, bon, vous connaissez le contexte global, hein, l'essor de l'IA, les nouvelles demandes et usages des utilisateurs. Bien sûr, toujours de plus en plus de menaces et bon, les réglementations, surtout ceux qui sont dans le domaine finance ou ceux qui sont des opérateurs importants vu de l'État, on a beaucoup, beaucoup de réglementations. Donc, il faut s'adapter en permanence et affirmer sa stratégie. Moi, je voulais vous donner un message, un principe de base. Alors, la sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous et à tous les niveaux de l'entreprise. Parce que c'est terminé, moi j'ai vécu, je dirais, les deux périodes. Avant, la sécurité, elle était dans un coin, on ne voulait même pas les voir, c'était les empêcheurs de tourner en rond. Et ça, le message change. J'espère que dans vos entreprises, le message change. Et donc, la sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Et il faut que les métiers l'acceptent. Et ça devient finalement un moteur et un enjeu, d'ailleurs, d'image et de réputation pour l'entreprise. Donc, voilà, je voulais vraiment redonner ce message d'entrée. Ce n'est pas la sécurité pour la sécurité, c'est la sécurité pour aider le business et pour le sécuriser et pour lui donner une image, une très bonne image de solidité et de robustesse. Alors, globalement, on a vu les grandes tendances, mais si on descend un peu plus dans le détail, donc on voit, enfin, je ne vous apprends rien, le contexte politique et international, bon, alors super compliqué. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est visé, les particuliers, les entreprises. Il y a des attaques de plus en plus importantes, plus ou moins sophistiquées, mais bon, on va regarder derrière le type de menace. Mais voilà, ça, on est dans un contexte, tout le monde le sait, il va falloir s'adapter en permanence. Alors, un gros sujet, les compétences. On est vraiment en manque de ressources. Je pense que vous êtes tous plus ou moins dans vos entreprises à la recherche des compétences finalement rares et on n'arrive pas à suffisamment former ou suffisamment solliciter de vocation. Et puis même, alors je crois qu'il y a pas mal de femmes connectées, mais même les femmes, hein, il faut venir sur la sécurité parce que pourquoi les femmes se bloquent dès le début en disant non, c'est pas pour moi. Non, il faut qu'on ait un panel le plus large possible et avec des compétences importantes. Aujourd'hui, on a un sujet sur les ressources. Bien sûr, les entreprises, le business se transforme. Et donc, ce que je vous disais en intro, il faut absolument travailler cette sécurité pour donner une image de robustesse. Moi, je préfère travailler avec une entreprise, effectivement, qui est solide sur les aspects sécurité et cyber que une qui ne communique pas ou qui ne sait pas. Voilà. Et donc, on a de plus en plus des notations cyber. Et ça, c'est aussi un enjeu pour les entreprises de se faire connaître sous l'angle robustesse et sérieux par rapport à la sécurité des données des clients. Alors, je ne vous apprends rien. L'humain, nous tous, nous sommes le maillon faible de la chaîne de valeur. Et donc, un enjeu fort de sensibilisation. Et on se fait tous avoir, hein, malgré nos tentatives de sensibilisation. Tout le monde peut se faire avoir à un moment donné parce qu'il n'est pas attentif, parce que il pense à autre chose et à un moment donné, on reçoit le message qu'il ne faut pas recevoir et on clique. Donc voilà, on a un problème de maillon faible de l'humain et il faut le travailler. Et bien sûr, la stratégie cyber qui est à définir, mais le risque zéro n'existe pas. Et donc, ça va être très important dans la suite, c'est qu'on aura beau mettre en place tous les projets, toutes les solutions, le risque zéro n'existe pas. Et donc, il va falloir travailler à réagir très vite. Alors, les types d'attaques, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, hein, je regarde en même temps le chat. Les types d'attaques, donc j'ai catégorisé là en quatre familles. Donc bien sûr, il y a le vol d'informations et de données, alors soit pour les revendre, soit pour frauder. Donc c'est un peu l'aspect crapuleux. Alors, il y a un exemple très récent, Page Emploi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un site de l'URSSAF qui permet de gérer les aides maternelles, les gardes d'enfants. Et donc, ils se sont fait hacker. Alors,
Je ne sais pas exactement quel était le mode d'attaque, mais j'ai cru comprendre dans leur com, ils ont tout de suite dit on a renforcé notre sécurité et on a protégé. Donc je me suis dit, c'est soit il y avait des champs sur leur page d'accueil qui n'étaient pas bien sécurisés, ils sont rentrés par un des champs, soit c'est quelqu'un dans cette entreprise Page Emploi qui a cliqué sur et qui a ouvert la boîte de Pandore. Donc voilà. En tout cas, vous voyez, des milliers d'informations, de données personnelles sont sorties. Des attaques activistes, hein. Alors là, bon, j'ai redonné un vieil exemple comme TV5 Monde, mais bon, il y a des attaques régulières d'États, enfin d'entreprises ou de mouvements activistes qui veulent bloquer telle ou telle activité. Il y a des sujets d'espionnage. Bon, celui-là, on le connaît moins, mais ça existe. Et puis, il y a les attaques étatiques. Et là, on est en plein dedans. On déstabilise le pays, on diffuse des fausses informations, on cible des banques. Il y a eu une communication de la BCE sur le fait qu'il peut y avoir des dysfonctionnements sur les distributeurs d'argent. Donc, s'il n'y a plus de distributeurs d'argent au niveau de l'État, ça, c'est embêtant. Donc, la BCE a dit qu'il fallait 72 heures, je crois, pour rétablir les différents DAB. Voilà, ça c'est si on était dans une attaque massive. Enfin voilà les quatre familles. Et vous avez là le top 10 des attaques les plus fréquentes, soit par phishing, ingénierie sociale, donc ils montent des scénarios super sophistiqués, ils ont récupéré justement les données personnelles, ils appellent les gens. Enfin, on a vu, j'ai vécu des choses absolument dingues, mais voilà. C'est des vrais scénarios hyper construits. Bon, il y a le ransomware, les spams, le DDoS. Moi, je ne vais pas tous les passer en revue. Mais ce top 10, alors vous retrouvez d'une publication sur le site de l'ANSSI. Alors, il y a deux sites. Il y a l'ANSSI en primaire et puis il a un site qu'il a créé qui est plus, je pense, à vocation pour les PME, qui s'appelle Cybermalveillance et qui donne pas mal d'outils. Merci pour le commentaire. Un dernier hack sur l'application Weda. Ah voilà. Donc un dernier hack sur l'application Weda utilisé par des milliers de médecins. Donc en cours. Voilà. C'est un de nos participants qui vient de me donner l'information. Donc vous voyez, ça n'arrête pas. Et donc on vit dans un environnement extrêmement compliqué. Alors j'ai voulu mettre quelques chiffres clés sur les PME, qui a été fait par le campus cyber. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le campus cyber. Le campus cyber, c'est un campus qui a été créé il y a 4 ans environ, d'ailleurs, dont j'ai participé à la création. Alors, j'ai participé parce qu'en étant dans une banque, on a financé une partie. Et du coup, l'idée, c'est de regrouper dans ce campus des entreprises et des acteurs de la cyber. Donc, on a aussi bien des fournisseurs que des clients. Et tout le monde travaille ensemble à fournir des solutions, des formations. Il y a même des formations, il y a même des écoles qui sont hébergées sur le campus, donc qui se trouvent à la Défense. Et donc, ils ont publié, là, très récemment, des chiffres clés sur les PME. Voilà ce que ça peut coûter, effectivement, une attaque cyber à une PME. Et puis, ils disent qu'une attaque sur 3 cible, justement, les TPE et les PME. Alors, on peut se dire, effectivement, les grosses entreprises, elles ont des moyens, elles ont des ressources, elles sont un peu plus en avance, je dirais, sur leur protection. Donc, les hackers, c'est comme les voleurs, ils vont aller au plus simple, là où on peut attaquer, récupérer de l'information. Et donc, il y a les particuliers aussi, bien sûr, qui se font avoir. Mais voilà, donc c'est normal. Ils cherchent là où c'est plus facile. Et donc, c'est sûr que dans les PME, on a peut-être un peu moins de moyens que dans les banques. Enfin, c'est même certain. Et donc, l'idée, c'est de vous aider, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, à mieux sécuriser et appréhender tout ça. Et donc, voilà, une entreprise sur deux, TPE, PME, n'ont pas les moyens de se protéger efficacement. Donc, c'est vraiment un grand souci et il faut vous aider. Alors, une fois que ce panorama global a été dressé,
j'ai voulu mettre l'ensemble des défis à relever, du coup, à relever. Alors, il y a des nouveaux défis et puis ceux qu'on trouve régulièrement. Alors, je dirais que les 4 premières bullet points, c'est plutôt des nouveaux. Donc, intégrer la sécurisation de l'usage de l'IA. Alors, l'IA est partie en mode exponentiel. Tout le monde fait de l'IA. Vous faites tous de l'IA maintenant et on en fait tous. Ça devient, on s'approprie l'usage de ces nouveaux moteurs. Il y a même maintenant des attaques générées par des IA malveillantes. Alors là, c'est un nouveau domaine. Je pense que pour les grosses entreprises, ils sont déjà en train de s'y attaquer, voir comment les bloquer. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, il commence à y avoir des outils pour essayer de détecter ça. Mais bon, je pense qu'autour de la table, vous n'êtes pas encore là. Et donc, bon, sachez simplement que ça existe. Bien sûr, dans les nouveaux défis, donc comment attirer les talents, les former, les garder, ce que je disais en intro. Là, c'est vraiment, il faut vraiment aller très en amont, et on va en reparler un peu tout à l'heure, très en amont pour vraiment attirer les talents et surtout les garder, parce que forcément, ils vont se faire happer par le marché. Et bien sûr, faire de la cyber un atout. Et dans les défis un peu plus connus, entre guillemets, maintenant, on a de plus en plus on met des couches sur les infrastructures. Donc, vous avez un système d'information qui était historique et vous rajoutez une couche, de web, vous rajoutez de l'interopérabilité entre les applis. Il y a beaucoup d'entreprises qui pour des raisons de coût, justement, ne refondent pas leur système d'information. Et donc, on empile. Et donc, ça devient hyper complexe et ça ouvre des failles. Et donc, cette interopérabilité est une faille en tant que telle. Et donc, il faut bien la sécuriser. Bien sûr, on accompagne toujours la transformation du business, et donc, il faut que la sécurité soit très en amont dans les développements, et donc ce qu'on appelle la security by design. Toujours développer la culture de sécurité de l'entreprise. Donc ça, vous y êtes habitué, et il faut continuer tout le temps. Et bien sûr, il y a des nouvelles réglementations tous les jours. Donc voilà, 4 bullet points, enfin à peu près, qui dit, voilà, il y a des nouveaux sujets à traiter, et puis bien sûr, rester sur le basique et continuer à faire vivre l'entreprise. Est-ce que... Non, ça va, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, comment on fait? Vous allez me dire, OK, c'est bien beau tout ça. Donc, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle. D'abord et avant tout, il faut une organisation claire et efficace. Je disais un petit peu en préambule, la sécurité, c'est plus les équipes de geeks, je dirais, qui sont dans leur coin. Ils sont partie prenante de l'organisation, et donc il faut une gouvernance solide. Alors bien sûr, c'est adapté selon les entreprises, mais je vais vous donner des clés, et puis chacun peut adapter bien sûr son organisation, parce que j'ai vécu moi dans des grosses organisations avec des gros moyens, donc on a pu faire un peu ce qu'on voulait, mais dans des entreprises plus petites, c'est très compliqué. Donc, premièrement, il faut rappeler le rôle du RSSI, et il faut que le dirigeant soit complètement convaincu de ça. Le dirigeant, il doit travailler avec le RSSI. C'est indispensable. Parce que maintenant, le RSSI, de plus en plus, il a une responsabilité juridique. Donc, au-delà de l'opérationnel, il y a du juridique. Donc, il faut vraiment que ça soit main dans la main avec le dirigeant. Et il y a plein de rôles dans une organisation. Alors, bien sûr, la DSI. Alors, parce que je vais vous montrer un modèle tout à l'heure, normalement, le RSSI est en dehors de la DSI. Mais il y a des entreprises où vous n'avez pas le choix et vous êtes, en tant que RSSI, dans la DSI. Donc, mais dans un monde idéal, il faut séparer les rôles. Bref, donc, différents rôles. Le DSI, le DPO, c'est le correspondant informatique et liberté, le RPCA pour la continuité, le RPCSI pour le plan de secours informatique, le responsable IA qui commence à apparaître dans des entreprises, des RSSI de filiales, de partenaires, bref, vous voyez, différents rôles, un écosystème assez large, et il faut le maîtriser, et il faut que tout le monde parle et avance dans le même sens. Et donc, rappeler ces principes de fonctionnement. Bien sûr, une politique partagée, validée par tous,
et des piliers techniques importants. On parlera de SOC, mais je vais vous le décrire hein, dans le schéma qui vient après. On va parler de SOC, on va parler de CERT, on va parler de SIEM, et puis un dispositif de gestion de crise qui fonctionne avec tout ça, et il faut le tester. Donc, ça peut paraître effectivement compliqué, mais si tout le monde est à sa place, sait ce qu'il a à faire, l'a testé avant et avance de concert, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Excusez-moi, je prends un petit verre d'eau. Je m'emballe. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'une organisation claire et efficace? Dans un système, je dirais, un peu idéal, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'en faire partie, puisque j'ai eu une organisation comme ça. Vous avez à la fois des fonctions de contrôle et des fonctions opérationnelles. Alors, on va dire, la partie en bas, c'est la DSI, avec le responsable DSI, son responsable de sécurité opérationnelle, et puis un certain nombre de dispositifs. Je reviendrai après sur la partie des briques foncées qui vont permettre de faire fonctionner cette organisation. Et puis, une direction générale, un RSSI, qui est rattaché soit à la direction générale, soit une fonction régalienne, une fonction de contrôle, une direction des risques, une direction de la conformité, voilà. Des métiers avec des responsables continuité, des responsables informatique et liberté, des responsables de fraude. Donc voilà, une personne peut poser et avoir les différents rôles. Alors j'ai une question. La différence entre le RSSI et le RSI. Justement, dans un monde idéal, encore une fois, et ça ne s'applique pas à certaines entreprises aujourd'hui parce que pour cause de moyens, le RSSI, il est attaché à la direction générale ou une direction de conformité. Le RSI, il est à la DSI et il applique la politique de façon opérationnelle. En fait, le RSSI va définir les moyens, va valider avec la direction, va se battre pour avoir des moyens pour la sécurité. Et la DSI et son responsable sécurité opérationnelle va la déployer. Donc, par exemple, c'est lui qui va faire le patch management, qui va déployer les serveurs, les outils de sécurité, les agents de sécurité. Le RSSI, lui, il a défini la politique, il va contrôler, il va discuter avec l'ANSSI, donc je vais en parler après. Et voilà, on est vraiment à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau 1 opérationnel, le niveau 2 au niveau vraiment s'assurer que tout ça fonctionne. Et alors, dans les banques, c'est obligé, c'est réglementaire. On est obligé d'avoir ces deux lignes de défense. C'est vraiment deux lignes de défense. Effectivement, dans les plus petites entreprises, il n'y a pas encore de réglementation, ou alors je ne les connais pas parce que j'étais très banque, mais on n'oblige pas, parce que pour cause de moyens aussi, à avoir. Mais c'est intéressant dans une organisation d'avoir deux lignes de défense. C'est l'idée des 4 yeux aussi pour la fraude. C'est-à-dire vous avez les 2 yeux opérationnels, 2 yeux de contrôle. C'est toujours important. Et bien effectivement, dans une PME, on fait les deux en même temps. Oui, mais c'est bien dans une organisation de distinguer les rôles. Un RSSI doit être différent de la partie opérationnelle. On ne peut pas être jugé partie. Dans un monde idéal, encore une fois, et certains d'entre vous ne peuvent pas forcément le mettre en pratique. Mais ça, c'est un message que vous pouvez passer, si vous pouvez, à votre direction en disant, voilà, il faut qu'on puisse dissocier les deux. Mais encore une fois, je comprends que pour certaines entreprises, ça soit compliqué. Et donc, à la DSI, vous avez ce qu'on appelle un SOC, hein, donc c'est un Security Operational Center. Donc, vous surveillez H24 pour les entreprises qui ont besoin de surveiller H24 des alertes de sécurité. Donc, il y a un niveau 1 et niveau 2 avec des ingénieurs sécurité derrière. Le SIEM, c'est une base de données avec toutes les alertes de sécurité qui sont regroupées. Encore une fois, c'est dans un monde idéal et je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Et derrière, vous avez aussi à la DSI un plan de secours informatique. Alors, il y en a qui l'appellent PCSI, PCI. En tout cas, c'est tout ce qui concourt à sauvegarder, tester,
vos infrastructures et avoir les backups associés et les plans de reprise associés. Et au-dessus, vous avez le niveau 2, le RSSI, qui, lui, a ce qu'on appelle un CERT. Le CERT, c'est finalement un dispositif en cas d'incident majeur, vraiment, par exemple, une attaque majeure sur un opérateur télécom, une attaque majeure sur une banque, une attaque majeure sur un fournisseur d'énergie. Et donc là, il va falloir se mettre en ordre de marche avec toute l'entreprise pour régler ce problème majeur ou une entreprise qui est complètement, même une PME, qui n'a plus les moyens de fonctionner et qui est un acteur important pour fournir un certain nombre de services. Vous ne pouvez pas fonctionner, vous faites appel à l'ANSSI. Mais l'ANSSI, dans des grandes entreprises ou des plus moyennes entreprises, a un échelon intermédiaire qui s'appelle le CERT, qui discute directement avec l'ANSSI, qui peut aider les entreprises à redémarrer et mettre à disposition des ressources. Donc, c'est pour ça que l'ANSSI a ce qu'on appelle un CERT FR pour la France. C'est des équipes qui sont là pour aider les entreprises à redémarrer quand elles en font la demande parce qu'elles ont été complètement bloquées. Et donc, voilà, c'est tout un dispositif. Encore une fois, pensez ligne de défense. Il y a la première ligne de défense, c'est vraiment mon opérationnel, le day-to-day. Et j'ai une deuxième ligne de défense qui permet de contrôler, qui permet d'alerter, qui permet de discuter selon la taille de l'entreprise avec des organismes un peu plus nationaux qui peuvent venir aider. Mais des entreprises peuvent discuter directement avec l'ANSSI. Même comme je vous disais tout à l'heure, il y a un site qui s'appelle Cybermalveillance. L'ANSSI met ça à disposition des PME pour les aider. Le campus, pour 2026, le campus cyber dont je vous ai parlé, c'est pareil. Ils vont mettre leurs efforts sur les PME parce que les grandes entreprises, les banques, les opérateurs télécoms, l'énergie, tous ces opérateurs qu'on appelle essentiels, ils ont déjà les moyens, ils ont déjà une maturité plus forte sur ces sujets-là. Et là, il faut mettre l'accent sur les PME parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elles n'ont pas les moyens de s'organiser comme ça, elles n'ont pas les ressources suffisantes, donc il faut les aider. Donc, c'est vraiment le message que je veux passer. Ce qui est très important, et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est les briques rouges. En fait, le risque zéro, dont je vous parlais tout à l'heure, il n'existe pas. Donc, votre organisation, elle doit être en mesure de détecter très vite que quelque chose se passe. Qu'un utilisateur ait cliqué sur un lien malveillant et ait bloqué vos postes de travail ou vos serveurs ou que sais-je, qu'il y a une rançon demandée, enfin que sais-je, ou que vous détectiez dans le SIEM, pour ceux qui ont un SIEM, donc dans vos bases de données, des alertes de sécurité qui disent « Ah, il se passe quelque chose, il faut qu'on… » Voilà, je dirais la clé, c'est vraiment de détecter très vite et de se mettre en organisation de gestion de crise. Vous savez, je vous ai pris en exemple TV5 Monde tout à l'heure, qui avait été bloqué pendant, je ne sais plus, 2 jours de diffusion. En fait, l'attaque, elle était programmée depuis plusieurs mois, mais ils ne l'avaient pas détectée. C'est-à-dire qu'il y avait des agents qui se baladaient dans leur système, qui étaient des agents dormants, que sais-je, et ça a été activé. Donc, il faut que, effectivement, les experts sécurité analysent les logs et voient que des signatures ont été modifiées, que des fichiers ont été modifiés, que quelque chose se passe, que des accès non prévus ont été utilisés. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des signaux faibles, et tout ça doit remonter dans le SOC. Et pour qu'on se dise, ah oui, il se passe quelque chose, et donc on va agir. Donc, je dirais la clé de tout ça, c'est la détection rapide pour agir et réparer au plus vite ou contrer au plus vite, parce qu'une fois que l'attaque est là, elle est là. Et donc, l'idée, c'est toujours d'être dans l'anticipation quand on le peut. Alors, je ne sais pas si tout ça est très clair. Vous dites-moi, faites-moi un pouce ou pas. Dites-moi si ça va dans la presse. Comme ça, j'adapte par rapport à ce que je raconte. Mais voilà. OK. Merci beaucoup pour vos encouragements. Alors, donc voilà. Encore une fois, c'est une organisation. Alors, vous avez deux organismes d'État
Donc l'ANSSI, j'ai mis les emblèmes avec le bouclier, et la CNIL, puisque ce qui va nous intéresser, c'est la protection des données, les données de vos clients. Finalement, aujourd'hui, on est sur la marchandisation de ces données qui sont extrêmement recherchées, vendues sur le dark web, les cartes, les numéros de cartes, vos emails, parce qu'aujourd'hui, les hackers adorent s'attaquer aux emails. Nous, en tant que particuliers, et je pense que vous êtes tous dans le même cas, on a des choses sur nos emails, mais c'est même pas croyable. Parce qu'il y a des organismes qui demandent d'envoyer nos cartes d'identité, nos RIB, qui ne sont pas encore intégrés dans leurs applications. Imaginez la mine d'informations qui circulent sur les mails. Et bien en ce moment, les hackers, ils adorent pirater les mails. Donc, derrière, fuite de données, alors pour les entreprises, fuite de données pour les personnes individuelles. Donc, la CNIL, dès qu'une entreprise perd de la donnée, il faut qu'elle informe la CNIL pour d'abord communiquer au client, parce que le client doit être informé sous peine d'amende. Il y a une petite question. Problème rencontré sur un poste de RSSI où le RSI à la DSI ne faisait pas suivre les demandes. Quel pouvoir pour le RSSI s'il n'a pas accès directement aux équipes? Alors, justement, c'est une très bonne question. Donc, je relis la question qui n'est peut-être pas claire. Quel pouvoir pour le RSSI s'il n'a pas accès direct aux équipes opérationnelles de la DSI pour faire les actions? Justement, ce que je disais, il faut que l'organisation soit alignée. C'est-à-dire que le RSSI, il a le droit de discuter avec le RSI, avec le DSI ou le RSI. Ça doit être de la communication permanente. Moi, j'avais des comités hebdo avec le RSI. Et donc, il faut mettre en place ce lien. Ce lien est vital. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est dans deux directions séparées qu'on ne doit pas se parler. Et ça, c'est indispensable. Donc, le RSSI a l'obligation, je dirais, de mettre en place ces comités de suivi, RSSI, RSI, avec des comptes rendus. Et ça remonte au DSI, à la DG. Tout le monde partage la même information. Et ça, c'est le point clé. Et donc, merci pour cette question, Antonio. C'est le point clé. Une organisation ne peut pas fonctionner si vous ne vous parlez pas. Et c'est pour ça que je disais en préambule, c'est l'affaire de tous. Et donc, c'est une communication à tous les niveaux. Donc, déjà, un point hebdo entre le RSSI et le RSI, c'est fondamental parce que vous traitez des demandes, vous voyez le plan d'avancement, et ce n'est pas une histoire de contrôler l'autre, c'est une histoire de partenaire. L'un aide l'autre et réciproquement. Et donc, il faut arriver à faire passer ces messages-là. J'espère que j'ai répondu à la question avec ma conviction. Nathalie, je pense qu'il y a encore pas mal de slides et le temps passe. Oui, pardon. Pas de souci, prends ton temps. Je m'emballe. J'avance. Donc, pour relever ces défis, alors encore une fois, vous adaptez, vous prenez des clés. Hein, chacun prendra les clés qui les intéressent. Il faut cartographier et avoir une approche par les risques parce que c'est tellement énorme. Vous avez chacun de quelques applis à quelques milliers d'applis, donc le scope est très large. Donc, établir une cartographie des risques. C'est quoi vos applications critiques? Et maintenant, on y intègre l'IA. C'est quoi les applis IA ou c'est quoi les prompts IA? Donc, vous savez, on parle de Shadow IT, de Shadow IA maintenant. Donc, il y a même des métiers ou des filiales qui font leurs propres applis sans en parler à la DSI. Et donc, le RSI et le RSSI doivent cartographier et avoir une vision claire de l'ensemble des applications critiques pour l'entreprise avec des données critiques qui circulent et donc faire leur cartographie des risques. Donc, je sais qui doit avoir accès à quoi, je sécurise mes réseaux, j'ai un plan de contrôle opérationnel, je suis sûre que mes vulnérabilités de base sont traitées, je suis mes plans de remédiation, je sécurise au maximum en amont les développements. Donc, voilà, il faut qu'une fois que vous avez cette cartographie des risques, derrière, vous déclinez effectivement comment je sécurise tout ça, parce que c'est mon b.a.-ba. Mon application critique, business numéro 1, mon cœur,
mon cœur business, il est constitué de ces applis-là et je dois m'assurer que tout est sécurisé. C'est le b.a.-ba. Je passe la suite, pardon. Et on va revenir sur cette approche par les risques, mais derrière, une fois que cette application, cette cartographie des risques est faite, je dois travailler sur mon niveau de maturité. Alors, il existe un framework, un questionnaire qui s'appelle le NIST, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder, qui permet de vous questionner sur différents points de contrôle et voir un peu où vous vous situez. Et ça peut être très intéressant que vous regardiez un peu votre niveau de maturité par rapport à ce questionnaire-là. Mais effectivement, il y en a d'autres. Après, on peut partir sur les normes ISO, etc. Mais le NIST, il est très opérationnel et il vous permet de mesurer votre niveau de maturité. Donc, bien sûr, il faut recruter, il faut avoir des projets en lien avec les nouveaux risques, il faut intégrer pour détecter des moyens pour détecter au plus tôt le dispositif de gestion de crise dont je vous parlais, les nouvelles réglementations si vous êtes concerné, la culture sécurité et des indicateurs dont on va parler. Mais vous voyez, il faut au départ, ce que je vous disais dans le slide précédent, c'est vraiment, je maîtrise ma cartographie et j'applique à minima, le minima du minima, c'est que cette cartographie et donc les applis les plus critiques sont comment dire, sécurisés. Et ça, c'est un basique. Et même dans les grandes entreprises, on voit que le basique, il n'est pas forcément au rendez-vous. J'ai une autre question d'Antonio. Recommanderiez-vous de vous baser sur un référentiel de sécurité comme le CIS? Oui, bien sûr. Il y a le CIS, il y a le NIST. En fait, ils sont assez proches. Bien sûr, c'est une bonne question. Donc, je vais vous parler de l'approche par les risques. Alors, encore une fois, c'est une proposition, un retour d'expérience, mais chacun le vit comme il le veut ou le peut. Une application, alors j'ai synthétisé, une application business, et donc c'est un dialogue à faire avec le business. Le RSSI, justement, doit discuter avec le business. On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde est embarqué dans la même galère, si j'ose m'exprimer ainsi. Le métier, il doit expliquer ce qu'il fait et le RSSI, il doit comprendre ce que fait le métier. Et donc, une fois qu'on sait quelles sont les applications les plus vitales de l'entreprise, même celles qui le sont moins, parce que même une moins vitale peut être un point d'entrée, eh bien, de quoi est constituée mon appli? Il y a un socle d'infrastructure, il y a des profils d'accès, il y a du code, il y a du stockage de données, il y a du shadow IT, il y a des sous-traitants. Les sous-traitants, c'est hyper important. Regardez, par exemple, alors c'est pas forcément le bon exemple, mais il y a eu une attaque, enfin, non, justement, c'est pas une attaque. Il y a eu un dysfonctionnement de Cloudflare, un gros acteur international qui sécurise les sites web et la performance des sites web. Et ben celui-là, alors lui, il a eu un incident, mais qui a mis en rade plein de sites web. Alors, c'est pour ça que je dis, les sous-traitants, c'est hyper important. Vous devez cartographier vos sous-traitants importants et avec eux, il y a dans les contrats que vous avez avec eux, exigence d'avoir une clause de continuité, de sécurité du sous-traitant. Le sous-traitant doit être considéré comme les autres briques de votre système. Et donc, vous devez être sûr que le sous-traitant lui-même a des mesures pour se sécuriser et avoir le plan de continuité qui va bien. Donc, je dois m'assurer que mes applications sont sécurisées avec ces différentes briques-là. Et bien, l'IA, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un IA? Alors, il y en a qui commencent à développer des IA internes. Oui, la panne il y a Lubomir qui dit il y a eu la panne de Cloudflare, exactement. Et donc, il y a des entreprises qui commencent à développer leur IA et il y a des prompts que tout le monde fait. Quelles sont les IA qui sont faites? Le métier doit dire, est-ce qu'il y a du shadow IA? Ça, on commence à travailler là-dessus. Où sont les données? Quelles sont les données? Qui accède? Qui fait quoi? Enfin,
c'est exactement la même chose. Les données, aujourd'hui, ça fait très peur ce qui se passe, parce que tout le monde interroge l'IA dans les entreprises maintenant de plus en plus avec des données clients ou des données d'entreprise. Et alors maintenant, les données, elles sont je ne sais pas où, elles sont dans le cloud quelque part, non maîtrisées, on ne sait pas ce que ça va devenir. Bref, il y a vraiment une maîtrise à faire de ce qui est en train de se passer. Alors, encore une fois, ça va dépendre des entreprises. Dans les entreprises, ça ne se passe pas du tout. Mais c'est pour ça qu'on voit naître des responsables IA maintenant dans les métiers, parce qu'il faut maîtriser. C'est comme on avait avant, je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains, des macros Excel, ce que j'appelais le petit shadow IT. Il y a plein de macros Excel partout qui étaient des applications où on se rendait compte qu'il y avait des données hyper critiques, alors même si elles étaient en interne, mais du coup, des traitements critiques étaient faits sur des macros Excel non connus de la DSI. Et du coup, il a fallu faire la chasse, entre guillemets, à ces macros. Et même imaginez quand il a fallu migrer pour certains sur Windows 365, toutes ces macros, ça a été un sujet d'inventaire. Bref, donc, vous voyez, il faut, encore une fois, vous allez croire que je me répète, il faut vraiment que ça discute. Le métier, le RSSI, la DSI, on est tous embarqués sur la même cible, la sécurité de l'entreprise. Je vous ai mis une publication de l'ANSSI, justement, sur l'IA. Vous voyez, comme tout système logiciel, les systèmes d'IA présentent des vulnérabilités. Et qu'est-ce qui est au cœur de ça? Et vous le voyez, le rôle central des données, puisque maintenant, tout le monde joue avec tout. Vous pouvez demander à une IA, vous faites un petit prompt, ah ouais, tiens, trie-moi ce fichier-là, fais-moi le truc, fais-moi le tableau. Là. Et c'est tellement facile. Et donc, les données sont super exposées. Et donc, il faut vraiment rentrer ça dans, finalement, le traitement que vous avez de vos applications, comme les autres. Et donc, vous voyez, la communication de l'ANSSI dit la même chose. On est toujours sur notre risque d'altération de données, de perte de confidentialité. Notre fameux, je ne l'ai pas cité, DICP. Donc, quelles sont la disponibilité des données? Elles sont intègres, elles sont confidentielles. Et puis, j'ai des besoins de traçabilité, de preuves, et pour rechercher tout ça ou avoir les éléments qui me permettent d'identifier tout ça. Je parle. Je vous ai mis là, alors encore une fois, ce sont des exemples d'indicateurs. Hein, parce que justement, quand vous mettez en place des comités RSI, RSSI, c'est bien de partager sur un certain nombre d'informations. Et puis après, vous vous tournez vers la direction générale en tant que RSSI avec un certain nombre d'indicateurs, ou vous vous tournez vers le DSI avec un certain nombre d'indicateurs. Alors, bien sûr, ce n'est absolument pas exhaustif. Ce sont des exemples. Mais voilà, je trouvais que c'était important de vous les positionner. S'il fallait en prendre, je ne sais pas moi, côté DSI, c'est important de savoir effectivement, est-ce qu'on a des inventaires de Shadow IT, Shadow IA qui ne sont pas sécurisés? Est-ce qu'on a des actifs qui n'ont pas justement d'agents de sécurité? Est-ce qu'on fait nos tests et exercices? Est-ce que nos applications critiques sont testées ou pas? Etc. etc. Et puis, d'autre côté, effectivement, y a-t-il eu des fuites de données critiques qui ont donné lieu à des alertes CNIL? Est-ce que l'ANSSI a été sollicité? Est-ce que j'ai des comptes à haut privilège qui ne sont pas sécurisés? Parce que ça, c'est le boulot de la DSI, de sécuriser tous les comptes à haut privilège. Mais ça, pardon, il faut que ça remonte au RSSI et à la direction générale, parce que c'est eux qui tiennent les hauts privilèges, qui tiennent la sécurité de l'entreprise. Vous voyez? Donc, bon, après, encore une fois, ça dépend des entreprises, mais là, vous avez quelques clés pour piocher les fameux tests de phishing. Hein, auprès de vos métiers. Sont-ils matures? Sont-ils sensibilisés? Alors, les ressources. Nous sommes tous en panne de ressources. Je ne sais pas, vous, dans vos entreprises, mais je pense qu'il faut aller chercher les gens, mais très, très en amont. Allez dans les forums étudiants, allez les voir, vendez votre métier, vendez votre entreprise, féminisez plus cette profession. Je suis un peu militante.
Vous m'en excuserez. Positionner, effectivement, il faut valoriser. Vous imaginez, le RSSI, oui, il y a Nice, oui, merci François. Il y a Nice 2 qui arrive, justement un nouveau référentiel européen qui arrive pour sécuriser encore plus, effectivement, les obligations de sécurisation. Et donc, c'est une réglementation qui arrive. Regardez Nice 2 au niveau européen. Donc, valoriser, vous vous rendez compte, le RSSI, il a, entre guillemets, un pouvoir, enfin, je mets des guillemets, mais justement, il faut le valoriser. Il est au contact du métier, il est au contact de la DSI, même le RSI. Le RSI, c'est le binôme du RSSI. Ils doivent marcher main dans la main avec un objectif commun. L'image de l'entreprise que ça véhicule. Maintenant, on va noter les entreprises par rapport à leur niveau de sécurité. Financièrement, il faut augmenter, il faut payer les gens de sécurité. Vous serez tous d'accord avec nous. Il faut les payer et il faut les garder. Et donc, former les stagiaires, faites-les venir, mais passez le message à la direction, il faut payer mieux encore les ressources sécurité. En synthèse, alors, sensibiliser et sensibiliser. Disposer d'une organisation agile, ça je l'ai suffisamment dit, c'est la clé. Parce que si vous avez la confiance des métiers, la confiance de l'IT, la confiance de la direction générale, mais c'est royal au bar. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que RSSI, c'est une bonne situation? Jean-Bernard, tu peux préciser ce que tu entends par bonne situation? Et puis Lubomir, oui, Nice 2 ne sera pas opérationnel tout de suite. Donc voilà, il faut une excellence opérationnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous disais tout à l'heure, vous connaissez votre cartographie, vous connaissez les applications importantes de votre entreprise. Sécurisez, faites le basique. Faites le basique. Parce que quand vous allez voir une direction générale en demandant des moyens pour faire tel et tel projet, très bien. Mais si votre basique n'est même pas traité, faites le basique. La sécurisation, je dirais, des accès, des réseaux, des infras de base, le patch management. Il y a beaucoup trop d'entreprises qui ne font pas le basique du basique. Et bien sûr, avoir une réaction rapide. L'IA, il faut commencer à l'intégrer. C'est une appli comme une autre ou des applis comme des autres. Il faut protéger les données, travailler sur le renforcement des travaux de résilience. Hein. Toujours pareil, comment je sécurise mes applis, comment je bascule, qui sont les fournisseurs, comment j'encadre les fournisseurs. Maintenant, ça devient, et donc réglementairement, c'est une obligation avec DORA, mais ça, c'est plutôt pour les organismes d'importance, opérateurs de services essentiels. Mais le fournisseur, c'est une des parties prenantes et majeures dans la chaîne de traitement, et donc il faut les encadrer. Le lien avec les RH à renforcer, le lien avec la communication à renforcer, parce que ça va être une force demain, c'est d'ailleurs une force aujourd'hui. Communiquer sur la sécurité que vous êtes organisé pour, donc il faut travailler sur une note cyber. Alors tout ça ne s'adresse pas à tout le monde autour de la table, mais il faut commencer à expliquer au business que la cybersécurité, c'est un atout pour eux. Donc Jean-Bernard, RSSI ne fonctionne sans doute pas assez valorisé en interne. Effectivement, le RSSI doit être valorisé. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler dans les banques, donc ça a été super valorisé. Mais c'était assez récent hein, dans ma dernière banque. Justement, cette prise de conscience, ça date d'il y a, je dirais, 5 à 10 ans, où vraiment on doit être auprès de la direction, passer les messages, d'ailleurs vulgariser, parce que le RSSI, il doit expliquer à la direction générale ce dont on parle, parce que vous n'allez pas lui dire, alors je vais patcher le serveur truc-muche avec cet agent, enfin, la direction générale, ils sont fous, ils ne comprennent rien, enfin, ce n'est pas son sujet. La direction générale, elle veut des indicateurs un peu high level qui va lui dire, effectivement, mon niveau de sécurité est bon,
j'ai un niveau de maturité qui est comme ça, on a mis les actions qui sont comme ça, je vais chercher le budget pour faire ça. Vous voyez, il faut savoir parler à un COMEX ou à un CODIR ou que sais-je, pour leur expliquer ce qu'on fait au quotidien. Et c'est peut-être ça aussi la valorisation qu'il faut faire. Et voilà, donc on est tous partenaires et c'est pour moi la clé du succès. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec mes histoires. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, vraiment pour 2026, continuez à sensibiliser, continuez à renforcer votre organisation et traitez le basique du basique. Je vous remercie. Si vous avez des questions, même après, hein, Nathalie, n'hésitez pas. Oui, merci à tous. Oui, si vous avez des questions, alors il y a quelques annexes, on vous passera la présentation. Je vous appellerai aussi pour savoir si l'événement vous a intéressé. C'est important pour nous aussi d'avoir ces feedbacks, de préparer tout ça et de savoir un peu comment c'est reçu, comment c'est accueilli. Merci en tout cas pour toute votre attention. On peut encore prendre des questions. On a 10 minutes devant nous, donc s'il y a des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder. Tu as vu, j'ai super accéléré après. Hein. Oui, c'est vrai, mais pour le coup, voilà, on a encore... Bon. En tout cas, la clé, c'est la com interne. Hein. La com interne, moi, j'ai vécu différentes périodes avec, effectivement, on se regardait en chien de faïence entre informatique et RSSI. C'est terminé, ça. C'est une autre époque. Maintenant, on avance ensemble. Voilà. Et effectivement, sensibiliser la direction. Et ça c'est très important ce que vient de dire, alors vous ne lisez pas le chat, c'est Lubomir qui dit, on va essayer de passer le webinaire à la direction pour les sensibiliser. Alors ça, c'est un point, j'aurais dû le dire, il faut faire des séances de sensibilisation à un CODIR. Donc, et ça, c'est très important. Donc, ce support peut vous aider, mais voilà, vous allez voir votre CODIR ou votre COMEX, ça dépend des entreprises, et vous les sensibilisez à ça. Et ça, c'est un point fondamental. Merci, Lubomir, de me l'avoir rappelé. C'est une clé très importante. D'ailleurs, j'en profite, nous, on accompagne aussi les entreprises sur des missions de conseil ou sur des missions plus opérationnelles, sur l'aide à la mise en œuvre de certains aspects en fait, de votre projet, ou des missions de conseil justement pour vous aider sur de la sensibilisation ou de la culturation auprès des métiers, auprès de la direction, du top management, etc. Donc, voilà, on peut aussi vous accompagner là-dessus. Eh bien, écoutez, ça a été un grand plaisir. Merci à tous. Et bonne journée et sécurité vôtre, je ne sais plus comment on peut dire. Bonne sécurité à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.